Bonjour à tous, désolée pour ce petit début un petit peu cafouillage. Euh, on est ravis de vous présenter aujourd'hui cette conférence sur l'Équateur avec Ivan. Pour me présenter brièvement, je suis Astrid, spécialiste voyage chez Caravanier et je m'occupe d'une partie de l'Amérique du Sud, dont l'Équateur. Et je vais vous passer la parole à Ivan, donc, qui est ami et partenaire de Caravanier depuis déjà de très nombreuses années et qui accompagne tous nos groupes en Équateur. Ah ouais, salut Astrid, salut tout le monde. J'ai très content de pouvoir partager cette soirée avec vous. Je m'appelle Ivan Suarez. Je travaille avec les caravaniers depuis 1999. Je ne veux pas le dire, mais je suis actuellement le plus ancien guide de caravaniers dans tous les circuits au monde. Et vous voyez l'image, c'est moi puis avec ma famille, avec mon épouse, j'ai deux garçons. Et j'avais quatre chiens, actuellement j'ai trois seulement. Celui qui est dans la photo est décédé l'année passée. Et très, très, très content de vous présenter l'Équateur et de pouvoir partager ma passion pour ce pays, qui c'est le pays dans lequel j'habite, et que ma famille vive. Bon, l'Équateur, c'est le 12e plus petit pays de l'Amérique du Sud. Vous voyez l'image, nous sommes traversés par la ligne de l'Équateur, justement. Puis, et, et le nom d'Équateur vient que c'est les pays traversés par la ligne de l'Équateur. Nous avons des frontières avec la Colombie puis le Pérou. Et cette situation spéciale fait que l'Équateur est un trésor caché, un grand trésor caché. On pourrait passer à la suivante, Astrid. On va plonger un peu dans l'histoire des voyages d'expédition, de découverte. Puis, on mentionne spécialement Alexander von Humboldt. J'espère que vous avez entendu parler de lui. Humboldt s'était venu à l'Amérique du Sud avec, on va dire, des lunettes différentes, avec la perspective de découvrir le monde d'une façon plus scientifique. Les Espagnols sont arrivés ici en recherche de trésors, en recherche de richesses et de devenir fameux, pendant que Humboldt est venu avec l'idée de découvrir qu'est-ce qui s'est caché dans cette terre de merveilles. Et dans ces voyages, c'est lui qui nous avait commencé pour parler de justement, ça c'est une image qui décrit une idée générale de qu'est-ce qu'il lui avait trouvé spécialement ici à l'Équateur. Ça, c'est on va dire, une carte croquis avec les différentes plantes qui se trouvent à différentes élévations. Il lui a pris comme modèle le Chimborazo, la montagne considérée la montagne la plus haute du planète à l'époque, puis a marqué les changements de végétation à chaque moment que lui montait à l'altitude. Donc, lui avait décrit un peu que voyager à l'équateur, dans les montagnes de l'équateur, c'est comme voyager entre la ligne de l'équateur puis les pôles nord ou les pôles sud. Il se trouve tous les étages écologiques que tu pouvais trouver. Ça, c'était vrai à l'époque, mais s'explique facilement. Il y a ici une carte très jolie de l'Amérique du Sud dans laquelle vous voyez à côté gauche la cordillère des Andes et justement dans les coins supérieurs, on voit que la partie la plus étroite de la cordillère des Andes, c'est la partie où se trouve l'équateur. Vous voyez la partie centrale de l'image où c'est la Bolivie. Et la Bolivie est vraiment difficile de passer de la cordillère occidentale à la cordillère orientale vers l'Amazonie, pendant que de l'équateur, tu peux passer d'une région à l'autre assez facilement. Ça, c'est le premier avantage de l'Équateur. Et l'Équateur, c'est un condensé de l'Amérique du Sud. C'est un pays dans lequel se trouvent tous les écosystèmes presque qui se trouvent à l'Amérique du Sud en courte distance. C'est un pays de grands contrastes en courte distance. Donc voilà, c'est la carte physique de l'Équateur avec quatre régions naturelles. Pas beaucoup de monde le savent, mais beaucoup de monde se trompent.
mais l'Équateur est propriétaire des îles Galapagos, qui sont à 1200 km de la côte de l'Équateur, traversée aussi pour la ligne équatoriale. Puis l'Équateur continental, dans lequel notre voyage se développe, est divisé à trois régions naturelles, la côte, la Sierra, que c'est la partie en brun, et puis l'Amazonie. Et donc, l'Équateur est un pays des microclimats, des micro-régions, des changements naturels gigantesques. C'est la carte de l'Équateur dans laquelle on voit bien les territoires de terres protégées, parcs nationaux, réserves écologiques, réserves marines et toutes différentes catégories font les 21% du territoire équatorien. 270 000 km², les pays, les 21%, c'est terres protégées en différents niveaux, incluant la majorité du parc national, c'est sur les flancs cordillères, à pied de la cordillère orientale vers l'Amazonie, mais aussi il y a des endroits spéciaux cordillère occidentale. On avait mis cette image parce que je pense que c'est une des choses que les gens trouvent les plus intéressantes de la montagne équatorienne, c'est que la montagne de l'Équateur est complètement couverte de végétation. Bien entendu que quand tu arrives au niveau de la neige commence entre 5000 et 5200, ça dépend de quelle période de pluie ou de pas de pluie vous avez à traverser. Mais la caractéristique principale de notre voyage, une bonne partie du voyage, c'est dans l'écosystème Páramo. L'image à derrière, c'est les Páramos. L'image en avant, c'est une partie de l'Amérique du Sud où se trouvent en jaune les régions qui c'est le Páramo. Donc, les 30% du territoire équatorien, c'est les Páramos, mais 95% de l'eau courante de l'Équateur viennent de cet écosystème. On partage cet écosystème majoritairement avec la Colombie, un petit peu avec Pérou, puis un petit morceau de la Venezuela. Mais les Páramos, c'est dur à imaginer. Une fois que tu vas mettre les pieds là-bas, tu vas bien comprendre l'importance du Páramo là. Bon, donc, une idée générale de notre voyage. Encore une carte touristique de l'Équateur. Donc, en ligne bleue et rouge, on voit les régions dans lesquelles on se promène. Même si l'Équateur est petite, on fait encore une petite partie de l'Équateur. C'est dans la montagne, c'est dans la cordillère occidentale et la cordillère orientale, dans la partie nord et centre de l'Équateur principalement. Bon, j'adore cette carte. Je pense que pas beaucoup de monde le savent, mais à l'Équateur se trouvent 84 volcans dans différentes catégories. Celui qui sont en rouge sont volcans actifs présentement. En orange, c'est des volcans qui pourraient se réveiller, qui rentrent en éruption dans les prochaines périodes. Puis les volcans en bleu, c'est des volcans éteints. Les gens s'activent, mais ils ne savent pas dans quelle période pourra rentrer en activité. Donc, une chose c'est sûre et claire, à l'Équateur, est une variation énorme des sols en termes agricoles, des paysages en termes, et des cultures en termes humains. Et puis les volcans, ça sont partie de notre vie. J'habite au pied d'un volcan, là-bas c'est un volcan, et de l'autre côté c'est un autre volcan. Donc c'est ça, non. Humboldt justement avait dit que les gens de l'Équateur, c'est les gens bizarres, qui dorment tranquilles au pied de volcans actifs et qui sont joyeux avec la musique triste. Et c'est vrai, encore. J'ai demandé spécialement cette image. Moi, je suis un grand amateur de l'observation animalière, de l'observation des oiseaux. Et je vous invite à imaginer que vous avez pris un grand couteau, coupé l'équateur de ouest à l'est à travers la ligne de l'équateur. Donc, vous va trouver cette forme comme d'une M. Et si on commence au pied de la cordillère des Andes, côté gauche, côté occidental, c'est plusieurs régions dans lesquelles se trouve une grande diversité des oiseaux à pied de montagne, la biorégion du Choco, la cordillère occidentale. Après, on est les vallées interandines, qui c'est généralement plus sec, mais
pas nécessairement sec, puis remonte la cordillère pour traverser vers l'Amazonie où se trouve la plus grande diversité d'espèces au monde. L'Équateur est considéré le pays avec la biodiversité la plus concentrée de la planète. Je vous donne un exemple. La Colombie a presque la même quantité d'espèces des oiseaux, mais la Colombie, c'est 8 ou 9 fois plus grand que l'Équateur. Donc, voyager du Choco à de la région de Choco en la Colombie pour aller à l'Amazonie, ça prend un avion. Pendant que voyager de l'Amazonie équatorienne à la cordillère occidentale, ça prend 4 heures, 5 heures de voiture. Tu traverses 6 ou 7 écosystèmes dans notre trajet. Et l'Équateur a, pour unité de surface, la plus grande quantité d'espèces des oiseaux et d'orchidées. Un de chaque plante à l'Équateur, c'est une orchidée. Donc, ça, c'était une introduction par rapport à où c'est l'Équateur, c'est les territoires de notre aventure. Puis, on va vous présenter deux voyages. Les premiers voyages, c'est la venue de volcan. Comme on a déjà mentionné, c'est Humboldt qui avait nommé la section de la cordillère des Andes ici à l'Équateur, la venue de volcan. C'est la partie dans laquelle, quand tu te promènes entre les deux cordillères, c'est comme si tu avais l'avenue de volcan, décoration de l'avenue de les deux côtés. Donc, on avait appelé notre voyage Trek, l'avenue de volcan, puis on a un 12e voyage qu'on va présenter après, que c'est des volcans à la jungle. Parce que c'est un concept un peu différent, même si touche certaines régions sont les mêmes dans les deux voyages, mais l'intensité et l'intention de les deux voyages est légèrement différent. L'avenue de volcan, c'est un voyage plus trek, plus, plus de marche, un peu plus intensive, pendant que des volcans à la jungle, c'est un voyage pensé pour tout le public et même inclus pour les familles. Donc, l'avenue de volcan, on commence toujours pour arriver à l'aéroport de Quito. C'est le meilleur petit aéroport au monde. C'est Skytrack qu'elle avait donné, c'était prix. Ça fait 5 ans qu'elle vient de gagner et c'est construit pour les ingénieurs québécois. C'est une attente entre la Chambre de commerce équatoriano-canadienne. Donc, tous les voyages arrivent à Quito. L'aéroport, c'est à 40 km de la capitale. Il s'est bien placé pour aller directement à Otavalo. Dans l'image d'Ava, c'est la ville d'Otavalo, qui c'est au nord 20, une heure et demie de l'aéroport de Quito. Donc, on préfère partir, arriver à l'aéroport et vous amener directement à Otavalo pour commencer les activités la journée suivante, tout de suite en place de faire un transport en hôtel à Quito, puis de se déplacer à Otavalo. Otavalo, c'est la capitale interculturelle de l'Équateur, déclarée pour le Parlement. La moitié de la population, c'est autochtone. L'autre moitié, c'est métisse comme moi. Donc, c'est un moment où je vous parle d'une banlieue de Otavalo, 50 000 personnes qui habitent ici, et c'est plus connu pour son marché artisanal qui passe tous les jours, mais on fait notre programme pour qu'on soit là les samedis, que c'est la journée la plus grande du marché. Donc, si vous trouvez une définition du marché d'Otavalo, coloré, active, différent. La même journée, après faire une visite de marché, où se déplace 15-16 km pour se rendre à les premières parcs nationaux et à la première randonnée, que c'est la Laguna Cuicocha. C'est une caldeira volcanique. Il fait le tour de la caldeira sur les bords du lac. Le lac, c'est à l'intérieur d'un volcan qui avait fait éruption il y a 3000 ans et qui est fondu sur lui-même. Et donc, ça, c'est les images partent pour eux-mêmes. Puis c'est une belle randonnée d'acclimatation en même temps qu'une belle découverte de la nature. On commence à voir, il y a 12-13 espèces d'orchidées sur le bord de sentiers. Il y a une bonne quantité d'oiseaux aussi. Et tout de suite après avoir fini notre randonnée au Cuicocha, on descend vers les vallées d'Intag, une vallée
des forêts des nuages, des forêts cloud forest, comme vous voyez bien dans l'image. C'est un flanc de montagne vers la Cordillère occidentale, très, très important pour la production de café, pour l'organisation sociale. Moi, j'étais producteur de café dans la région. J'ai encore fait la production de mon café, j'ai encore fait la torréfaction de mon café. Donc, garantie que vous allez avoir de bons cafés ici à l'Équateur. C'est certain et sûr que vous pourrez goûter le café équatorien, même l'acheter. Donc, le vallée d'Intac, c'est une vallée avec une géographie complètement différente à tout ce que vous pourrez imaginer, parce que c'est bien coupé pour les rivières et pour la montagne. Et c'est notre point de départ pour la région de Pignan. Donc, vous voyez en bas, c'est Santa Rosa, puis la rivière Apuela, et on va faire notre trajet vers la région de Pignan, qui est proche du lac, et qui s'est marqué avec plusieurs sentiers avec le volcan Dianaulpo. Donc, ça, c'est notre première trek après avoir fait notre première marche d'acclimatation à Cuicocha, puis la région d'Intac. On va passer à la région de Pignan, à l'intérieur du parc national Cotacachica, Yapas, pendant 3 jours. On pourra arriver là, on peut faire un circuit entre la Cunauté puis les lacs, puis un troisième jour pour sortir et se déplacer dans la région. On va aller voir la prochaine image. C'est une belle vidéo que je vous invite à regarder. Alors, voyager à Pignan, c'est comme voyager dans le temps. C'est comme voyager dans l'histoire de l'Équateur. Les gens de Pignan, depuis le début des voyages caravaniers, c'est justement Pignan qui m'avait amené à travailler avec Caravanier. Je vous partage une anecdote. Quand j'ai commencé à guider il y a 27, 28 ans, j'avais le rêve d'avoir des voyages un peu plus organisés, plus grands. Et avec mon petit agence, je mettais la publicité dans les hôtels à la ville que j'habitais, à Otavalo. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré les premiers guides caravaniers qui venaient explorer la possibilité de faire des voyages à l'Équateur. Où cet endroit viennent. Et la première proposition que je l'avais faite, c'était Pignan. On était allé là. Et depuis là, on travaille avec Pignan. C'est pour ça que dans notre voyage trek, on garde cet trek un lien spécial avec nous. On avait mis beaucoup d'efforts à encourager cette communauté à se développer. Puis c'est une communauté de 37, 38 familles qui habitent à l'intérieur du parc national. Puis c'est une région qui s'arrive seulement soit à pied, soit au cheval, ou la combination de deux. Il y a une route, mais la route est très difficile d'accès. Donc, c'est un trek dans les concepts les plus purs d'une trek. Aller rencontrer les gens qui vivent d'une façon différente. Et les paysages, comme vous avez vu dans les vidéos,
c'est vraiment unique et coupe le souffle. Et moi, les vidéos, c'est aussi un effort que m'avait fait pour encourager que les gens retournent après la COVID à la région d'Épignan. Je passe une petite image ici de lac, qui c'est justement dans cette lac, la communauté se trouve au nord du lac, mais c'est les eaux d'ici qui nourrissent les rivières dans la région d'Intac. C'est ça les liens pour ça, on commence dans la région d'Intac, qu'on avait mentionné, la région du café, forêt des nuages, on monte à partir d'Intac à la région de Pignan, puis à partir de Pignan, on traverse la cordillère pour retourner dans les vallées centrales, dans les vallées interandines. Après le trek de Pignan, on va reposer puis rencontrer un autre modèle de communauté autochtone. Si Pignan, c'est voyager dans le temps au passé, pour moi, aller à Saint-Clémente, c'est rencontrer les racines de la culture andine, que j'espère qu'un jour, Pignan soit comme Saint-Clémente. Saint-Clémente, c'est une communauté Quichua-Karanki. Mon cher ami Manuel, puis sa femme Laurita, sont partis des groupes de gens qui ont initié ce projet et qui ont adapté leur maison pour recevoir les gens dans la culture autochtone. Ça, c'est l'image qu'ils mettent toujours pour que les tortillas que Laurita fait dans son plat d'argile, c'est la meilleure façon de nourrir les gens. Donc, la broderie, le tissage de la laine, le travail artisanal, c'est partie de leur vie quotidienne. Et on va vous partager, vous approcher à cette culture vraiment, vraiment unique et spéciale pour moi et je pense que pour tout le monde. À partir de San Clemente, qui se trouve au pied du volcan Imbabura. Imbabura, un mot à dire par rapport à Imbabura. Imbabura est considéré un dieu, un grand Apu, un créateur de tout, de la bonne récolte, de la bonne pluie. Pour nous, toutes les montagnes sont vivantes, toutes les montagnes ont un esprit. Donc, on voit l'image d'Imbabura avec les cratères ouverts vers l'est. C'est comme un fer à cheval collapsé, effondu vers l'est. Il voit les sentiers qui montent sur la crête. Imbabura, c'est une montagne assez exigeante au niveau physique, mais on les fait avec une certaine flexibilité. Ça veut dire que chaque pas, c'est beau. Ce n'est pas la soumise la seule place qu'ils veulent. À chaque monta, on arrive à quelque part intéressant. Après fini notre ascension d'Imbabura et passé notre dernière nuit à San Clemente, au départ de la région nord pour aller plus à la région centrale de l'Équateur, en traversant la ligne de l'Équateur. Donc, on fait une arrêt à les monuments et montres solaires Kitsato. C'est le plus récent monument à la ligne de l'Équateur et les sols bien placés sur la ligne. Les autres sont légèrement pas bien placés. Celui s'est construit avec une technologie ancestrale et puis une technologie GPS. Mais on passe une visite très intéressante qui parle beaucoup de l'histoire de la ligne et pourquoi l'Équateur a été choisi comme la place pour étudier la ligne de l'Équateur et la circonférence de la Terre. Après, on continue notre voyage vers la région de Quilotoa, qui c'est notre 12e trek de 3 jours. Le Quilotoa Loop se trouve dans une région centrale, dans la cordillère occidentale. Puis, c'est un trek de loche à loche. Donc, on n'est pas à Pignan, on est de transport avec du cheval. Notre sac à dos est porté pour nous-mêmes, mais notre bagage est porté pour le cheval. Pendant qu'à Quilotoa, on porte notre sac de jour, mais toute la logistique se fait avec notre autobus. Donc, on marche entre une loge et les prochaines loges, puis notre affaires sont transportées pour le chauffeur et nous attendent dans les prochaines loges. C'est un bel trek qui traverse les canyons de la rivière Toati, tu vois dans l'image, puis qui après arrive
dans la région du lac Quilotoa, qui est un autre cratère, un cratère dans lequel se trouvent des eaux émeraudes résultant de minéraux en dilution. Là. Vous voyez l'image du sentier sur le bord du lac, dernier jour du trek des 3 jours que vous faites dans la région. Tout de suite, après finir les cercles autour de Quilotoa, qui c'est hyper populaire actuellement, dans le sens que c'est tellement beau, tellement de contrastes là-bas, où se déplace vers la montagne la plus grande de l'Équateur, Chimborazo, et où reste à Chimborazo Lodge. Chimborazo, à certaines époques de l'histoire, était considérée la montagne la plus grande de la planète. Ben, il y a encore la plus grande, les points les plus proches du Soleil. Si on met sur la distance de la Terre au Soleil, le point le plus proche, c'est la sommet de Chimborazo. Pourquoi? Parce que la Terre n'est pas ronde seulement, et une petite bédaine. Et Chimborazo se trouve là. 6310 fait que l'équateur soit l'équateur, le Chimborazo soit le point le plus proche du Soleil et des étoiles. Donc, on reste là-bas pour la journée suivante, faire une randonnée sur le flanc du volcan Chimborazo. On fait les sentiers à partir du refuge Carrel, dans lequel on arrive en auto. Le refuge Carrel, c'est à 4800 mètres. Puis on arrive en auto là-bas, plus haut que les Mont Blanc, les plus hautes montagnes de la France, on arrive en auto. Puis à partir de là-bas, les chiens qui saluent à mon fils qui vient d'arriver de son travail. Je m'excuse pour l'interruption. Et à partir du refuge Carrel, on va monter au refuge Whymper, qui c'est le 12e refuge, et après on continue sur la ligne vers les aiguilles de Whymper, qui c'est une petite formation de roches dans laquelle Monsieur Edward Whymper, que c'était le premier grimpeur qui avait réussi à monter le Chimborazo, avait établi son campement avant d'attaquer la Sonny. Cette marche, ça existe la possibilité qu'il va le faire à la neige. Ça dépend si la journée précédente ou la semaine précédente tombait la neige. Actuellement, il pourrait avoir la neige. Ça changeait beaucoup. La déglaciation et la perte de glacier a changé beaucoup. À l'époque de Whymper, lui avait commencé à 4800, 4600 avec la neige et la glace. Actuellement, la glace commence à 5300 et même trop. Ça, c'est moins proche de les aiguilles de Whymper. Une journée qui n'avait pas de neige. On va finir notre trek dans la région, notre marche dans la région de Chimborazo. Ça va au 12e plus haut montagne de l'Équateur, que c'est le Cotopaxi. C'est la 12e plus haut, mais probablement la plus connue. Cotopaxi, c'est dans la liste des rêves de tous les escalateurs. Sûrement, merci à sa forme tellement esthétique. Quand tu étais à l'école et le professeur te demandait, est-ce que tu pourrais faire un dessin d'un volcan? C'est Cotopaxi. Pam, 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 cratère à eau, une fumarole à eau. Cotopaxi, c'est le volcan avec la symétrie parfaite. Donc, on fait une randonnée, même à l'altitude de Cotopaxi, se trouve une végétation intéressante. Les colibris, l'image, c'est un colibri endémique à l'Équateur, c'est le colibri étoile des Andes. On des 230 espèces qui existent à l'Équateur. 230 espèces qui existent à l'Équateur. Ça, c'est partie du sentier qu'on va aller faire sur le flanc sud de Cotopaxi vers les Morurco. On va essayer d'arriver à toucher la glace éternelle du volcan Cotopaxi. Éternelle, j'espère que ce soit éternelle. Cotopaxi avec quelques lamas. Et ça, c'est le refuge face sud de Cotopaxi dans lequel nous sommes hébergés avant puis après notre randonnée dans la région sud de Cotopaxi. Finalement, avant de retourner chez vous, dans ce voyage de trek, c'est l'avenue de Volcan, au retour dans les environs de Quito, ça c'est une belle auberge, c'est notre base d'opération dans la région de Quito. C'est une auberge à 20-30 minutes de la ville de Quito, dans une vallée assez jolie, avec de belles jardins, et pas loin de l'aéroport. Donc, on reste là-bas les 2 dernières nuits pour pouvoir faire des activités autour, pouvoir visiter la ville de Quito et pouvoir
partir à l'aéroport sans souci. On a des activités dans la journée finale, c'est la visite des eaux thermales de Papayacta. Papayacta est placé proche du quatrième plus haut volcan de l'Équateur, que c'est Antisana derrière, qui nous regarde avec la neige. Papayacta, c'est des sources thermales naturelles. Thermale, ça veut dire réchauffer pour l'énergie de la Terre. Et comme ça, on termine notre descriptif de première proposition de voyage que vous faites. Le 12e, c'est l'aventure de Volcan à la jungle, que c'est un voyage pensé active, multi-aventure, mais pensé pour tout le monde, moins exigeant au niveau effort physique. Donc, on commence de la même façon, aéroport de Quito, Otavalo, Huicocha, marché de Otavalo. Troisième jour, on ajoute un volcan accessible à tout le monde, que c'est le volcan Fuya Fuya, que c'est à 15 km d'Otavalo. Puis, il reste on fait une ascension à 4265 mètres. Et après Fuya Fuya, on descend vers la communauté San Clemente encore. Pourquoi San Clemente encore? Parce que pour moi, ça, c'est la partie la plus importante, les contacts avec les Équatoriens. Et l'authenticité, puis la simplicité en même temps de la place, ça nous donne beaucoup. Après, à partir de San Clemente, on va grimper un volcan, que c'est le volcan Cubilche, qui se trouve entre Cayambe, que tu le vois derrière là dans l'image, enneigé, que c'est la troisième plus haute montagne de l'Équateur, puis Imbabura. Donc, quand on grimpe Cubilche, on va voir la vue de les deux côtés, côté Imbabura et côté Cayambe, que ça donne. Et c'est une randonnée pas très exigeante, mais très, très beau. On va finir notre visite de San Clemente, notre activité. Je voulais mentionner qu'après l'ascension Cubilche, on va retourner à San Clemente, puis on va pouvoir aussi participer de certaines explications, puis visite de jardin de plantes médicinales. Non, ça dépend de votre intérêt. Si quelqu'un est intéressé à faire de balade au cheval, c'est une opportunité de le faire aussi sur le flanc de Cubilche. Après la région de San Clemente, qui se trouve au nord de l'Équateur, on descend vers la cordillère occidentale à la région de Mindo. À Mindo, dans le trajet, on traverse la ligne de l'Équateur, on visite la ligne de l'Équateur, puis on visite une ferme de café, on fait un tour de café. Pourquoi? Pour que tout le monde aime le café. On va voir aussi une visite de chocolat. On va voir aussi une visite d'une chocolaterie. Ça, c'est une toucan andine endémique à l'Équateur, et au sud de la Colombie. Se trouve seulement dans les coins entre Mindo puis la frontière entre l'Équateur et la Colombie. Donc, on les met pour que même les livres des oiseaux de l'Équateur, on les met dans la page principale. C'est extrêmement difficile à voir dans des autres régions. Ici, c'est vraiment relativement facile. À Mindo, c'est la capitale mondiale de l'observation des oiseaux au monde. Et on visite aussi, on ferme un jardin d'orchidées avec 300 quelque chose d'espèces natives de la région. On de chaque 5 plantes sur une orchidée à l'Équateur. Puis, on fait aussi un tour de chocolat, incluant dégustation chocolat. L'Équateur, il y a un boom actuellement de la production de chocolat biologique. Avant, l'Équateur, c'était le plus grand producteur de cacao au monde, genre 1910-1930. Mais l'industrie de l'Équateur, c'était l'exportation de cacao. Depuis les années 2000, on commençait la production des chocolats gourmets. Donc, on va visiter une chocolaterie, on va goûter les différentes sortes, on va comprendre pourquoi l'Équateur a construit sa réputation au monde du chocolat. Après, de la région de Mindo, on départ pour aller au parc national Cotopaxi. À l'entrée du parc national Cotopaxi se trouve le volcan Rumiñahui. Rumiñahui, boisson de Cotopaxi.
L'idée, c'est si Cotopaxi est là, Rumiñahui est là, et donc on va monter sur les flancs de Rumiñahui, pas au sommet. La partie finale, c'est un peu technique, donc on fait une randonnée jusqu'à 4300, 4250, ça dépend des conditions en général de la météo, mais les couchers de soleil est là, donc on verra les Cotopaxi ici. Ça, c'est un peu l'idée de cette entrée au Cotopaxi. Et ça, c'est quand tu commences à monter vers Rumiñahui, tu es les Cotopaxi derrière. Cette photo, c'est une photo de 2016, 2017. Les volcans avaient rentré en éruption partielle, 2015. Le parc national était fermé pendant une année et après était réouverte pour les randonnées, pas pour l'ascension de la montagne. Il vient d'ouvrir il y a 2 mois pour l'ascension, mais ça, c'est la vue qu'on avait, qu'on va voir à partir du lac Limpio Pungo entre Rumiñahui et Cotopaxi. C'est un bel collage de photos et des images de Cotopaxi. On pourra finir notre visite. Le Cotopaxi se déplace à la région de Baños. Baños, ce n'est pas la toilette. Baños, c'est Veintermo. C'est notre région de Veintermo, capitale équatorienne des activités comme la vélo, la tyrolienne. Et il y a toutes sortes d'activités. On fait une journée de vélo à Baños. On descend la route des chutes et on part de la ville de Baños et on termine notre vélo à la chute Chéron du Diable, considérée une des plus belles chutes de l'Équateur. Il prend un sentier qui nous amène à derrière de la chute. On va passer comme dans Tintin, à derrière de la chute, pour aller voir l'eau tomber devant nous et finir mouillé, évidemment. Ça, c'est l'échelle du diable de l'autre côté. Puis, après notre 2 jours à Baños, on descend vers l'Amazonie. Baños, c'est la porte d'entrée naturelle à l'Amazonie. C'était construit justement pour les missionnaires pour pouvoir entrer à l'Amazonie. Puis, on va descendre à la région de Tena, capitale équatorienne de l'eau vive, la capitale équatorienne du rafting. Et qu'est-ce que je trouve beau de le rafting? Regardez, les gens ne sont pas avec un wetsuit et pas avec un néoprène. La rivière, c'est une classe 3 positive, mais les gens, c'est en chandail, en manches courtes. Et donc, on fait du rafting dans l'Amazonie avec des oiseaux, avec des papillons et sans avoir froid. Ça, c'est quelque chose de différent. On passe notre parcours à la région d'Archidona, Tena Archidona, c'est deux villes voisines, à l'auberge qui c'est propriétaire de la compagnie de rafting dont on fait avant le rafting, puis après le rafting, on va rester dans cette place. Et la route de retour entre Tena et Quito passe pour les eaux thermales de Papayacta. Ça paraît que j'aime les eaux thermales. Hein, et dans tous les programmes, c'est cette place. Et oui, c'est très, très, très beau. 3400 mètres sur le niveau de la mer, 60 Celsius et l'eau dans la source. Donc, c'est vraiment spécial. Et on termine notre multi-aventure avec une dernière journée pour visiter la ville coloniale de Quito. Quito, capitale de l'Équateur, s'est déclarée pour l'UNESCO patrimoine mondial en 1978. C'est la première ville au monde qui était déclarée capitale, un lieu protégé. Et c'est pour ça que c'est le quartier colonial le meilleur conservé, le plus grand de l'Amérique du Sud. Et voilà, c'est ça, c'est les 2 voyages. Vous avez la venue du volcan, une espèce de, c'est 16 jours, 12 jours de randonnée, pas de camping, et les niveaux c'est 3, pendant que l'autre c'est niveau 2, et on a deux treks de 3 jours, incluant la Quilotoa, Cotopaxi, la région de Piñan, et l'autre voyage c'est 13 jours avec hébergement en hôtel aussi et un niveau moins exigeant. Je passe la parole à
à Astrid et j'espère que vous avez des questions pour moi. Oui, bah déjà, un grand, grand, grand merci, Ivan, de nous avoir fait voyager et de nous avoir partagé ta passion pour l'Équateur. Alors moi, j'aurais certainement une première petite question que certainement beaucoup se posent. C'est est-ce que tu peux nous parler de la situation actuelle en Équateur? Bien sûr, je pense que c'est important de parler les choses qui sont dans la nouvelle et dans la réalité. Euh, Actuellement, à l'Équateur, euh, le gouvernement actuel a pris la décision de faire la guerre contre les gangs et les narcos, mais ça se trouve surtout dans la région de Guayaquil et les alentours de Guayaquil. Si vous prenez la carte de l'Équateur, Guayaquil, c'est vers la côte, c'est une porte, et c'est la deuxième plus grande ville de l'Équateur. La plus grande, c'est Quito, la capitale. Et les problèmes se concentrent là-bas. Notre voyage, c'est un voyage montagne dans une région qui n'est pas touchée pour les activités de narco. Voilà. Et ce n'est pas aussi victime de la violence comme c'est dans la nouvelle. Une autre chose importante à dire, c'est que la réalité, ce n'est pas la même dans les journaux que dans les terrains. Et quand le gouvernement avait déclaré la guerre contre les narcos, j'étais dans un voyage avec un groupe des États-Unis, un groupe d'étudiants des États-Unis. Et la seule fois qu'on avait vu l'armée, c'était la journée que visitait le palais présidentiel, que c'est clair, qui va être protégé, c'est seulement pour donner l'image. Mais la situation est beaucoup moins pire que les gens pensent à regarder ou écouter les nouvelles. Une chose à dire, c'est le meilleur moment pour voyager à l'Équateur, parce que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas les bons moments, mais je trouve que c'est plus facile à voyager, à moins de monde. On est à tous les hôtels et toutes les places pour nous. Bah, écoute, merci beaucoup Ivan pour toutes ces précisions. En tout cas, si certains ont encore besoin de précisions, n'hésitez pas à nous recontacter. Je vois qu'il y a une première question dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Est-ce qu'il y aura des départs au printemps 2025? Alors aujourd'hui, le calendrier des 2025 n'est pas encore établi. Donc il y a déjà 5 départs entre juillet et décembre de cette année. Mais courant juin, on pourra commencer à vous donner les dates pour 2025. Oui, si tu une demande spéciale d'une date, laisse-nous savoir, vous pourrez probablement mettre une date en Mhm. fonction de ton intérêt, puis et ajouter notre calendrier en fonction. Hum, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, voilà, si l'Équateur vous intéresse et que Ivan nous avait fait voyager ce soir et vous souhaitez revoyager avec lui, bah voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est là pour vous accompagner au mieux pour ce voyage-là. J'espère qu'en tout cas, cette conférence vous aura plu. Et puis, bah, à très vite. Ivan. Mhm. Bon, je vous remercie aussi Ah, pour avoir pris le temps. Oui, en fait, il y a des petites questions. Donc, tout d'abord, oui. quelle température il fait, Ivan, en Équateur? Oh, regarde-moi, c'est 7 heures de l'après-midi ici, c'est déjà la nuit. Je suis en manche courte. La température, c'est la même toute l'année et jamais trop chaude. Les gens ont l'image de que l'Équateur, c'est un pays chaud, c'est dans la ligne de l'Équateur, mais non. Et l'Équateur, merci à la présence du Cordillère des Andes, un climat assez, euh, on va dire, généraux. Et l'Équateur, c'est, oui, il y a une température froide à la montagne pendant la nuit, mais pendant la journée, c'est une température agréable pour marcher. Et c'est la même toute l'année longue. Le grand avantage de l'Équateur, c'est que n'importe à quelle période de l'année, on n'est pas de saison, pas d'hiver, pas d'été. Toute l'année, c'est la même température, mais à chaque journée, on est 4 saisons. C'est plus ou moins comme ça. Et à propos des journées, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien il y a de kilomètres par jour pendant les voyages de randonnée, j'entends? Oui, plus important que la distance à l'équateur, c'est la dénivellation.
regarde, l'image à gauche, l'avenue de volcan, c'est une ascension de volcan Fuya Fuya. On fait 1,9 km à partir du lac jusqu'au sommet de Fuya Fuya. Mais on fait 500 mètres de dénivellation positive. Donc, aller-retour, c'est 3,8 km, 1000 mètres de dénivellation accumulée. Donc, à l'altitude, la chose la plus importante, c'est combien de mètres de dénivellation tu vas accumuler. Je viens de faire dans un circuit, je pense que le circuit l'avenue de volcan, c'est l'équivalent à 10 000 mètres de dénivellation accumulée. Wow. C'est plus que l'Everest. Sacré programme. Et est-ce que tu peux nous parler de la nourriture pendant le voyage? Oh. Ça, c'est le côté caché que je voulais garder pour secret pour le voyage, mais c'est une belle surprise. La cuisine équatorienne est très variée, très diversifiée, très régionale. Donc, on mange bien. On mange chez les habitants en partie du voyage, on mange au restaurant. Puis, surtout, on mange frais produits de l'agriculture locale. L'Équateur est béni avec une agriculture hyper diversifiée. Donc, on mange des produits de la région basque, c'est complètement des produits de la région haute. Donc, garantie, très, très varié, très diversifié. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu plus le niveau du voyage Avenue des Volcans, donc un niveau 3 sur 5? Dire un niveau, décrire un niveau, c'est toujours difficile parce qu'un niveau, c'est un sujet personnel. Mais au niveau 3, ça veut dire que ça demande une bonne forme physique, une personne qui est habituée à la randonnée et qui, avec les processus d'acclimatation qu'il fait, est capable d'atteindre les sommets, les objectifs et les marches. Mais sur les journées de trek, en général, les treks d'Épignan, c'est entre et 6 et 7 heures de marche par jour. Ça veut dire que ça, c'est au niveau 3. Pendant qu'au niveau 2, pour vous donner un exemple, c'est 4 heures de marche par jour. Et c'est à l'altitude. Et comment on ne fait pas du camping, ni on arrive à l'hôtel, on arrive au refuge de montagne, on arrive au refuge de la communauté, on prend la douche, on mange bien, une soupe chaude, un bon repas, donc ça aide à compenser. Au niveau effort, c'est au niveau d'effort soutenu, qu'on est tout le temps en activité et qui se demande une bonne préparation pour faire la montagne. Mais ce n'est pas la haute montagne, et ce n'est pas la haute montagne avec du camping. Justement, tu nous évoques le fait de pouvoir prendre des douches chaudes. Est-ce qu'il y en a tous les jours pendant le voyage pour se doucher, enfin pour se laver? Oui, sans exception. Et presque dans tous les jours, il y a de l'Internet, incluant dans les journées de trek. Trek d'Épignan, il y a de l'Internet. Trek de Kilotoa, il y a de l'Internet dans les hôtels. C'est Et, surprenant la quantité de couverture cellulaire qu'il y a à l'Équateur. Et donc, vous pourrez être en contact avec votre famille, laisser envoyer le message, et sans exception. La seule exception, c'est Chimborazo Lodge, qui est placé à 4000 mètres au Chimborazo. Il n'y a pas ni de réseau cellulaire, ni d'Internet. Et la même chose pour l'autre voyage, la face sud de Cotopaxi. Les deux endroits dans lesquels ne se trouve pas euh, Internet. Mais l'eau chaude, tous les jours. et est-ce que avec l'eau chaude, on pourrait faire des lessives tous les jours pendant les voyages? Oui, mais aussi vous pourrez faire les lavages à certains endroits. C'est prévu dans le voyage, après 2 ou 3 jours de trek, vous pourrez faire une place qui a des machines à laver, des machines à sécher. C'est le service offert pour notre hôtel ou notre personne d'hébergement. Je vous donne un exemple. Après le trek d'Épignan dans l'avenue du Volcan, on arrive à Saint-Clémente. Là-bas, c'est possible de faire laver les choses. Après les volcans Quilotoa, on arrive à la région de Chimborazo, c'est possible de faire le lavage là-bas. Et dans les volcans à la jungle, tout le temps, presque tout le temps.
Et vu qu'on parle d'eau, du coup, pour répondre à Jessica, oui, la chute d'eau qu'on voit, on la voit juste dans le voyage d'aventure des volcans à la jungle. Et Ivan, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de l'état des sentiers? Est-ce qu'ils sont rocailleux? Comment est-ce qu'ils sont? Ah, Est-ce que... je pense qu'il y a deux questions. Oui, la chute, on les voit seulement dans les voyages de l'aventure de volcan à la jungle. Pour différencier les voyages, on avait mis un voyage, la venue de volcan, c'est un voyage de trek plus pur, on va l'appeler trek de montagne, dans lequel on se promène dans la cordillère des Andes, pendant que l'aventure de volcan à la jungle, on se promène dans différents écosystèmes de l'ouest à l'est. Et l'idée, c'est de vous donner un panorama plus grand de l'équateur, même si c'est moins de jours. Donc oui, c'est seulement dans le deuxième voyage. Et par rapport à la sorte de terrain, et l'Équateur, ce n'est pas un pays de roches, c'est un pays de terre, un pays de terre volcanique et de terres agricoles très fertiles. Donc les sentiers changent selon la région et la région nord euh, plus ou moins a moins de roches que tous les sentiers au Québec et plus de terre. Et la région de Kilotoa, par exemple, la partie centrale, la région proche de Cotopaxi, c'est avant québécois, c'est la garnotte volcanique. C'est la petite pierre volcanique et la cendre volcanique mélangée. Donc, ça se marche assez facile et relativement comparé à un terrain de roche. Et donc là, on avait une autre question sur les billets d'avion. Donc oui, on a un service chez Caravani qui s'occupe des billets d'avion pour tout ce qui est sur les questions d'inscription de billets d'avion, etc. Voilà, n'hésitez pas à me recontacter par mail ou par courriel dans les jours suivants. Pour reprendre sur le trek en tant que tel, est-ce qu'on a besoin de bottes de randonnée ou alors des chaussures? C'est correct. Beau de randonnée absolument pour le voyage de trek. Et ça, c'est un voyage de trek. Je viens de finir un voyage justement semblable. Et moi, il y a des journées dans lesquelles absolument c'est nécessaire le vote de trek puis gate. Il y a des saisons, je regarde la météo à tous les jours ici, qui ont met des bottes de pluie. Mais nous, on fournit les bottes de pluie ici à l'Équateur. Quand c'est nécessaire dans la région de Pignan, surtout quand on va avoir une possibilité de que la pluie tombe, c'est mieux la botte de pluie. Mais ça, c'est trop meilleur ici que là-bas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Attendre un petit instant. Bon, en tout cas, s'il y en a d'autres qui arrivent un peu plus tard, n'hésitez pas. On pourra échanger donc ensemble avec Ivan pour pouvoir vous répondre. Euh, Bon, bah, d'ici là, bah, merci à tous. Merci d'être venus, d'avoir participé à cette conférence. Et puis, bah, au plaisir de pouvoir. Ah, il y a encore une dernière question. Est-ce qu'on doit amener un sac de couchage ou est-ce qu'il y a ce qu'il faut dans les hôtels? Euh, Pas besoin de ça, couchage, pas besoin de matelas de sol. On couche dans le lit avec des couvertes et certains endroits dans les deux voyages sont réchauffés avec des poêles à bois. Et au Chimborazo Lodge, c'est des systèmes de chauffage électrique. Donc, pas besoin de sac de couchage ni de matelas de sol. Et est-ce C'est, qu'on est deux par c'est, chambre? Oui. oui, les voyages, les prix standards, c'est deux personnes par chambre, mais il y a la possibilité de faire un supplément pour avoir une chambre individuelle. Et tiens, on a une question un peu plus sur, que ce soit sur la météo, les itinéraires. Est-ce qu'il y a une différence entre les départs du mois d'août et du mois de novembre? Euh, Sachant que c'est pour tous les météo, deux pour l'avenue des volcans. au niveau météo, euh,
On avait mis le mois d'août, c'est théoriquement. Pourquoi je dis théoriquement? Parce que la météo a beaucoup changé dans le monde entier. Théoriquement, c'est le début de la saison sec dans la cordillère occidentale. Et novembre, c'est le fin de la saison sec. Donc, c'est les périodes les plus secs de l'année dans la région dans laquelle se développe le voyage. Donc, c'est pareil, c'est semblable entre novembre et août. Août, il y a plus de monde dans les villes, par exemple Ottawa ou à Bagnos. Et aussi, en novembre, comme un mois de transition, donc tout devient encore plus vert qu'il était avant. Mais vraiment pas une grande différence. C'est justement pour ça qu'on l'avait mis comme ça. Écoute, merci encore Ivan pour toutes ces informations et d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a une dernière. Je me suis fait avoir à plusieurs reprises. Pas de problème. Je suis pour vous répondre. Mm. Et si, même si toujours, si vous avez quelques questions, contactez Astrid, elle va m'envoyer un message. On va parler de détails si c'est nécessaire. Oui, tout à fait. Bon, bah, en tout cas, merci à tous et encore merci Ivan pour cette conférence et pour cette belle énergie que tu nous transmets. Bah, je vous souhaite à tous à très vite et puis bah, passez une excellente soirée.